Allez, c'est parti. Eh bien, on va passer à la deuxième partie du cours. On commence le cours 4. Et donc, je vais finir la partie, on va dire, révolution industrielle avec un ingrédient qui est important, qui est le contrôle, la révolution du contrôle. Et puis ensuite, on abordera les côtés plus épistémiques, donc vraiment au côté connaissance et science. Alors, donc je résume rapidement à ce qu'on a vu le dernier cours. Donc les ingrédients de la révolution industrielle, qui est cet événement unique dans l'histoire de l'humanité qui a mené à la grande accélération. On a vu les conséquences, on avait changé de monde, hein, c'est comme ça qu'on pouvait résumer ce qui s'était passé, et on a vu que les causes étaient évidemment très complexes, hein, comme dans tout événement social un peu important. Donc il y avait, comme l'avait dit Mokir, la République des lettres à l'échelle européenne, le fait qu'on pouvait contester les savoirs, qu'il y avait des controverses, qu'il y avait donc de l'inventivité, qu'il y avait, voilà, tout ça c'était lié à l'urbanisation, à l'imprimerie, à un sentiment plus de l'importance des individus. Donc il y avait un côté un petit peu, comment dire, optimiste et rose de la chose. Donc il mettait l'Europe au centre disons, de cette révolution, et au niveau aussi intellectuel de ce qui se passait, me mettait en valeur la révolution industrielle européenne. Mais il y a aussi le fait que la révolution industrielle probablement n'aurait pas eu lieu sans la conjonction d'autres facteurs comme disons, l'accroissement de l'importance de l'État, du capitalisme, du colonialisme, et puis on a vu aussi le masculine birth of time, donc le côté de Boyle avec un regard différent sur la nature. Et le fait aussi que les sciences prétendaient, du coup, disons, elles sont nées en même temps que la révolution démocratique, on va dire ça comme ça, mais il y a une tension entre la science et la démocratie. Dominique Pestre a écrit un article sur lequel je reviendrai dans le dernier cours probablement, où il montre bien qu'il y a des résonances entre les deux, mais aussi des tensions dès le départ, parce que, en gros, les sciences prétendent avoir un savoir qui est au-dessus des autres, donc non démocratique, et que les sciences, via la techno, inonde aussi la société de produits qui ne passent pas par le débat démocratique, mais directement par le marché, en fait. Et donc, voilà. Et ça, c'est deux points vraiment intéressants sur lesquels je reviendrai plus tard. Donc, on s'était plutôt focalisé quand même dans tous ces facteurs-là sur la rétroaction positive entre un savoir théorique, donc en gros celui de Galilée, d'idéal qu'on avait vu, et l'ingéniosité technique, donc qui venait notamment, on l'a vu rapidement, mais du fait qu'on avait développé des instruments pour la navigation au long cours via le colonialisme et l'État, donc la résonance entre tous ces facteurs-là. On avait pris l'exemple de la machine à vapeur. Et donc, dans ce cours-ci, ce que je vais faire, c'est, disons, décrire un dernier ingrédient qui me semble important et sur lequel je m'appuierai aussi dans le dernier cours, donc un ingrédient de la révolution industrielle et la mise en place de ces circuits longs, qui est la révolution du contrôle. Et là, je vais juste m'appuyer sur un bouquin qui est vraiment essentiel de James Benninger qui s'appelle Control Revolution, donc qui montre bien l'importance du contrôle et des outils aujourd'hui en fait numériques aussi. Et donc ça permettra aussi de faire le lien avec aujourd'hui. Et ensuite, je vais entamer la partie plus épistémique, c'est-à-dire vraiment au-delà de la révolution industrielle, une sorte de révolution scientifique, et de voir ce qui est spécifique dans ces sciences modernes, qui explique le couplage avec la révolution industrielle et qui explique aussi disons, en tout cas qui nous prépare au dernier cours qui sera sur les sciences terrestres. C'est-à-dire, en gros, vu la caractérisation des sciences modernes qu'on va donner dans les 5 premiers cours, en gros, quelles sont les conséquences? Et ça sera la partie la plus spéculative, parce que personne n'en sait rien, en fait, de ce que ça pourrait être ces sciences terrestres. Je pense, on a des idées, donc ça sera de lancer des idées, mais en essayant de m'appuyer sur les 5 premiers cours. En gros, les 5 premiers cours ne servent qu'à essayer d'étayer un peu les suggestions qui seront faites dans le 6e. Et donc, cet aspect épistémique, je vais le commencer avec un article vraiment très important d'un sociologue des sciences. Donc, il y a un article de 2001, si je me souviens bien, on va le voir tout à l'heure, donc qui introduit l'idée de engine science. Et donc, il dit que la science moderne ne se définit pas essentiellement par la rationalité ou par un esprit moderne, sans préjugés et tout, disons, plein d'arguments qui avaient été avancés dans le passé.
mais elle se définit par l'enchevêtrement intime avec tout type de machines, ce qu'il appelle des machines épistémiques, au sens où elles définissent des réponses, mais même les questions pertinentes. Et donc, on va passer pas mal de temps là-dessus en détail, voir ce que ça veut dire, cet engine science, parce que ça change pas mal le regard qu'on peut avoir sur les sciences modernes. Et donc ça préparera dans le cours 5 l'idée qui est encore un peu intuitive, sur laquelle j'espère qu'on pourra discuter aussi, que en gros ce que nous avons fini par appeler expliquer ou comprendre donc scientifiquement un phénomène, c'est pile ce qui est utile pour capitaliser, au sens d'introduire dans des circuits longs, donc pour permettre un contrôle à longue distance. Et comme le dit Latour dans un article dont on va parler aussi, qui s'appelle Politics of Explanation, Latour a cette formule: expliquer, c'est bâtir un empire en fait. Et donc en gros construire ces longs circuits capables de métaboliser le monde et le mettre à notre service. Ça, c'est là pour essayer de vous donner la direction dans laquelle ce que je vais raconter aujourd'hui se place. Alors, donc pour finir, disons une description un peu de cette grande accélération, la mise en place de ces circuits longs qui aspirent le monde à une échelle toujours plus grande. Donc la révolution du contrôle, donc un livre assez ancien maintenant de James Manager, mais qui est vraiment important. Alors, contrôle, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça vient du latin contrarotulare, et donc c'est vérifier des comptes en inscrivant sur un second registre. Un rotulo, c'est un rouleau de papier, donc on inscrivait des chiffres et puis ensuite on les contrôlait, on les vérifiait en comparant à ce qui était écrit sur ce second registre. Donc il y a deux sens essentiellement, et c'est vérifier le fonctionnement d'un appareil ou la marche d'une installation, quand on dit voilà, on fait passer un contrôle technique par exemple. Et l'autre sens, c'est plus un sens de domination, de commandement exercé sur des personnes ou des choses, d'accord? En tout cas, dans les deux cas, il y a l'idée d'une influence intentionnelle vers un but prédéterminé. Et donc, ça suppose aussi qu'on ait une comparaison constante entre l'état actuel de l'objet ou de la personne qu'on veut contrôler et le but qu'on avait fixé. Et donc, qui dit comparaison entre quelqu'un qui contrôle et puis un objet qui est contrôlé, suppose aussi de la circulation et des allers-retours fiables d'informations dans des réseaux plus ou moins longs selon que ce qu'on veut contrôler est loin ou varié, ou voilà. Et donc, on voit tout de suite le rôle essentiel des technologies de circulation de l'information, donc comme ça va être l'imprimerie, le train, le télégraphe, la numérisation, et de son traitement, donc le traitement de l'information dans les ordinateurs, les algorithmes, de manière automatique, au lieu du raisonnement humain, d'accord? Et donc ça, on va avoir aussi une tension entre, voilà, ce qu'on peut comprendre par le raisonnement humain, mais plutôt en circuit court, on va dire, voilà, de manière située, contextuelle, et de ce qu'on va pouvoir comprendre avec des circuits plus longs qui supposent un autre type d'information, qui est capable de voyager et d'être traité automatiquement. Alors, ce qui est bien dans The Control Revolution, c'est qu'il prend énormément d'exemples. C'est très concret. Et donc, un des premiers exemples qu'il prend, ce sont les trains. Donc là, j'ai juste fait des captures du livre, et puis je les résumerai rapidement en français. Donc déjà dès 1840, donc on est au début, enfin bon, au commencement de la révolution industrielle, vraiment, disons, aux effets en tout cas qui se font sentir. Donc déjà, les trains pouvaient déplacer au moins 4 fois plus de fret que les cannes, comment on dit, les chenaux, bon, voilà, par bateau, quoi, en fait. Hein. Et donc, au-delà du fait que c'était disons, ça pouvait déplacer plus d'objets, c'était l'avantage des trains, c'était que ils étaient plus rapides, plus réguliers et moins sensibles au contexte, en fait. Hein, quel que soit le temps, les problèmes de sécheresse ou quoi que ce soit, voilà, on créait un monde, en gros, qui était fiable et dans lequel l'information et les objets pouvaient circuler. Donc, même les trains les premiers trains, en fait, avaient augmenté la vitesse d'un facteur 10. Par exemple, entre Boston et Concord, où, voilà, il fallait 5 jours pour aller contre le courant et 4 jours dans le sens du courant, alors qu'il fallait juste 4 heures quand le train a ouvert, en fait. D'accord ? Et donc, pour la première fois, voilà, on pouvait transporter des passagers et du fret sur des très longues distances, bien plus rapidement à la vitesse d'un cheval, en fait. D'accord ? Et ça, c'était quelque chose qui, évidemment, vous voyez, dès que vous avez un moyen de connecter un centre ou des villes entre elles, eh bien, vous favorisez automatiquement les centres, en fait, et le contrôle à distance.
Donc vous retrouvez ça dans plein, donc il y a dans Zola, je vous l'ai déjà cité, je crois Zola, et donc vous trouvez ça dans toute la littérature du 19e qui est vraiment intéressante à lire. Donc là, Dickens décrit une des gares à Londres avec cette nouvelle sensation de ces machines vraiment tout à fait original. Donc, il est tout le jour et toute la nuit par un échange incessant. Le cœur de ce grand mouvement recevait et rendait la circulation active de son sang et de sa vie. Donc, il y a plein de métaphores organiques, parce que voilà, c'est des choses nouvelles. C'est des foules de gens et des montagnes de marchandises qui partaient et qui arrivaient des vingtaines de fois toutes les 24 heures et produisaient sur place une fermentation sans fin. Jour et nuit, les locomotives triomphantes grondaient au loin ou avançaient sans bruit vers le but de leur voyage et glissaient comme des dragons apprivoisés. Ça, on va retrouver assez souvent cette image-là aussi voilà, d'une sorte de puissance, mais qui est quand même en même temps apprivoisée, en fait. Et l'idée de dragon apprivoisé est pas mal. Je trouve dans des niches pratiquées à un pouce près pour les recevoir. Elles s'arrêtaient toutes bouillonnantes, toutes frémissantes et faisaient trembler les murs comme si elles avaient à peine à contenir dans leur sein le secret de la puissance inconnue qu'elles portaient avec elles et de leur grand dessein encore inachevé. Donc voilà, on sent que pour les gens de l'époque, c'était quelque chose de vraiment très nouveau et très surprenant et pour lesquels on essayait de trouver des métaphores organiques qui rendent bien compte de cette... on y reviendra tout à l'heure avec la locomotive et cette maîtrise de la vapeur, on en avait déjà parlé, vraiment intéressante. Alors évidemment, une fois qu'on a des trains, donc des trucs qui peuvent bouger très vite en portant des énormes quantités de personnes et de marchandises, vous imaginez bien que ça peut aussi faire des accidents. Parce qu'en fait, si vous avez une seule ligne de train et vous avez une locomotive avec des wagons qui fait juste l'aller-retour, bon, au départ ça va, ça pose pas trop de problèmes. Mais dès que vous commencez à avoir des voies qui se croisent ou plusieurs trains qui doivent pour accélérer le mouvement, eh bien, vous devez avoir un moyen en fait. Donc vous pouvez essayer de faire des horaires cadencés et tout ça, mais dès qu'il y a la moindre perturbation, ça va tout de suite poser des problèmes. Donc vous avez besoin, en gros, de faire circuler de l'information plus rapidement que les trains eux-mêmes. D'accord, alors que les trains vont très vite. Et donc, en gros, tant que le télégraphe ne sera pas inventé, c'est-à-dire ce qui permet vraiment de faire circuler de l'info en temps réel sur où sont les trains, où ils se sont arrêtés, et tout le codage que ça suppose, eh bien, en fait, vous allez avoir énormément de problèmes. Et donc, comme le dit Beniger ici, donc, on arrive très vite avec les trains à une crise du contrôle. Parce que vous avez la fiche ici en bas qui est vraiment « Mère, faites attention à vos enfants ». Voilà, c'est vraiment des accidents qui font plein de morts, qui font vraiment peur dans la locomotive qui passe n'importe comment, etc. Et donc, ça va freiner l'essor des trains, cette crise de la sécurité dans les trains. Et donc, on va avoir un problème tant que le télégraphe donc, ne sera pas mis en place. Alors, donc vous voyez ici, il y a une petite carte avec la progression des trains. Donc 1840, vous voyez, ça démarre juste. 1870, tout l'est des États-Unis est déjà pourvu en train pratiquement. Et puis en 1890, vous avez vraiment un réseau super dense. Mais voilà, il fallait qu'on mette au point une révolution du contrôle au sens où il va falloir standardiser des choses. Par exemple, rien que le ticket que vous achetez aussi, ça permet à la compagnie de savoir combien il y a de voyageurs et voilà les contrôles. Donc il faut déjà, en 1853, on invente ce billet standardisé. Que les wagons, que les locomotives, tout ça, il faut, vous voyez, tout ce qui est connecté a besoin de standardisation pour pouvoir circuler. Et un des exemples les plus connus, c'est la standardisation aussi des temps. Parce que vous saviez qu'avant, chaque ville avait en gros son temps qui était chaque ville avait midi au moment où le soleil passait au maximum, ce qui était la bonne définition de midi, mais avec des horaires comme ça, vous pouviez pas synchroniser les trains qui allaient beaucoup plus vite en fait que le soleil. D'accord. Et donc c'est là qu'on commence aussi à mettre en place des temps standards qui ne correspondent plus au midi local, mais qui sont utiles pour coordonner le mouvement des trains. Donc vous voyez, 1837, le télégraphe commence à se mettre en place, mais vous voyez, il a fallu quelques dizaines d'années pour que ce télégraphe-là permette aux trains aussi de se multiplier. Alors, c'est pas que dans le train, évidemment. Beniger donne aussi le problème, disons,
tous les commerçants, hein, il dit tout au long du deuxième millénaire, on va dire de 1000 à 1900, c'était très difficile de centraliser la décision et de centraliser, disons, en gros, le contrôle sur les marchandises, parce que quand vous commerciez à l'autre bout du monde, le temps que les marchandises arrivent, ça prenait des semaines et des semaines. Quel était l'état du marché à l'endroit où les marchandises venaient d'arriver, vous en saviez rien. Et donc, il fallait attendre des semaines et des semaines pour avoir la connaissance de ce qui se passait. Et donc, en fait, ça permettait aux intermédiaires, puisque vous ne pouviez pas vous déplacer partout, de, en gros, faire ce qu'ils voulaient, quoi. Et donc, c'était la seule manière d'arriver à avoir un réseau assez étendu, c'était de distribuer ce contrôle-là, mais il fallait pouvoir le distribuer en faisant confiance aux agents auxquels vous passiez une partie du contrôle, en fait. Et donc, les réseaux de marchands étaient souvent des réseaux soit familiaux, soit des réseaux de confession, voilà. Et donc ça, disons ça permettait d'avoir une certaine confiance et de distribuer le contrôle, mais une fois que, avec la rapidité de l'aller-retour et donc essentiellement le train, vous alliez pouvoir étendre de manière beaucoup plus fiable tous ces réseaux-là. Et en fait, jusqu'à la révolution industrielle, chaque région était en gros autonome pour la plupart des biens, en fait. Surtout la nourriture et pratiquement tous les biens essentiels. On n'importait que vraiment des choses de luxe, comme le tabac ou les épices. Et sinon, toutes les régions étaient vraiment indépendantes, enfin, en tout cas autonomes au niveau alimentaire. Et donc, ce que va permettre la révolution industrielle et donc cette révolution du transport, de la communication et du contrôle, c'est vraiment de créer des réseaux beaucoup moins contraignants, en fait, au niveau de la confiance que vous pouviez avoir dans les agents. Alors, ça va faire, alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand vous mettez de la vitesse dans un grand réseau, eh bien, en fait, il faut que toutes les parties du réseau suivent, en fait, si vous voulez maintenir une vitesse qui augmente. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un écoulement de marchandises très grand, il faut que ces marchandises-là soient consommées quelque part, parce que sinon, pareil, quand vous avez des machines qui font des économies d'échelle et que vous êtes capable de produire énormément de marchandises, si vous n'arrivez pas à les écouler, pareil, ça ne sert à rien. Donc, en gros, ce qu'il faut voir, c'est que il va y avoir des efforts qui seront faits pour, disons, en gros, maintenir cette accélération à tous les niveaux de ce réseau. Et notamment au niveau de la consommation, parce qu'il y a des mouvements évidemment qui sont, c'est complexe tout ça, c'est des mouvements qui sont concertés et en même temps on se débrouille pour les nourrir les uns les autres. Par exemple, quand le pourcentage de population urbaine augmente beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, les gens en ville, ils mangent pas ce qu'ils ont produit eux-mêmes, évidemment, comme aujourd'hui, et donc on mange de la nourriture qui vient d'ailleurs, et de plus en plus la nourriture industrielle. Donc, par exemple, les gens commencent à manger de la soupe en boîte, mais ça, c'est en boîte de fer, donc ça veut dire qu'il faut des industries pour faire les boîtes, qu'il faut les transporter, qu'il faut des boîtes pour mettre des boîtes en carton pour mettre les boîtes en fer, et puis il faut des usines, vous voyez, donc on commence à accélérer toutes ces choses là. Évidemment, c'est possible aussi parce que avec les machines à vapeur, avec la métallurgie, avec les industries qui mettent des machines-outils de plus en plus rapidement, on peut augmenter la production. Et donc l'exemple que donne ici Benninger, c'est donc finalement dans la fin des années 1880, la crise du contrôle atteint donc la consommation. Déjà dans les années 1860, les compagnies pétrolières commencent à adopter des technologies qui processent de manière continue en fait, avec des chaînes, etc. Et donc ça augmente la production donc entre 3 et 6 fois, tout en diminuant les coûts de moitié. Et donc évidemment, on commence à avoir des productions vraiment énormes. Et il faut du coup créer des nouveaux marchés. Donc il prend l'exemple de l'avoine. L'avoine en général c'était un truc qui était juste produit pour les chevaux et pour les animaux. Et là en fait on commence à produire tellement d'avoine parce qu'on centralise les productions d'ailleurs, on sait les processer, etc. que on va commencer à dire l'avoine c'est très bien aussi pour les humains et on va mettre donc c'est là qu'on crée le Quaker, là vous savez la marque Quaker de flocons d'avoine, voilà, et on va plus généralement commencer à créer des marques
qui vont permettre aux consommateurs d'identifier des nouvelles choses, enfin, de nouveaux produits et se démarquer et d'avoir cette société de consommation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce que je résume ici, donc, il faut que toutes les parties d'un système augmentent leur vitesse en même temps, donc la production, le transport, la communication et le contrôle. Donc, parce que vous avez au cœur de tout ça la machine à vapeur et la production qui augmente. Mais pour que ces usines puissent fabriquer de manière continue et disons assez haut taux de production, et puis il faut évidemment aussi que voilà, la matière première rentre de manière fiable et qu'elle puisse ressortir aussi de manière fiable. Donc vous voyez, tout ça, disons, ça fait système, mais c'est permis par toutes ces inventions qui vraiment se succèdent tout au long du 19e siècle. Voilà, bon, ici, ça répète un peu la même chose. Et donc, on va créer, par exemple, là, la vente par correspondance, par exemple. Hein, quand vous produisez des choses dans le centre-ville de Chicago, par exemple, ou dans les grandes usines de Chicago, eh bien, en fait, il faut que votre marché soit bien plus grand que Chicago. Et donc, on va commencer à créer des catalogues avec l'impression vraiment à haute dose aussi des différents produits à produire. Et donc, vous voyez que pour attirer les consommateurs, on va leur dire, voilà, send no money. Donc ça, c'est vraiment, ça date... donc les catalogues datent de 1840 et toute la commande par correspondance 1870. Donc Sears, Roebuck, etc. qui offre déjà à l'époque, donc vous pouvez essayer pendant 30 jours et si ça vous plaît pas, vous le renvoyez, quoi. Et donc les campagnes vont être abreuvées maintenant de marchandises. En fait, vous voyez, avant, on avait la consommation locale, les artisans localement qui produisaient les choses. Et là, en fait, grâce à la possibilité de faire du transport, eh bien, en fait, vous allez faire des économies d'échelle avec les grandes boîtes comme ça qui produisent en masse. Et vu que le transport est fiable et peu cher, bah, vous avez intérêt à court-circuiter quelque part ce circuit locaux et à aller plus loin dans les grandes villes, en fait. Et donc tout ça, et donc on crée les marques aussi pour se démarquer des autres et pouvoir vendre et dire que c'est de meilleure qualité, et voilà, et aussi remplacer en gros le lien de confiance qui se crée et qui n'était pas idyllique non plus entre un marchand localement et sa clientèle locale à pourquoi est-ce que vous allez acheter des trucs de gens que vous connaissez pas très loin? Bah parce que c'est une marque et donc ça permet de recréer une sorte de lien. Et donc là, on a la pub qui arrive grâce à ça. Et donc il y a plein d'iconographie dans le bouquin de Benninger sur ces nouvelles pubs qui arrivent avec le train. Vous voyez là sur l'image en bas à droite là. Et puis voilà, un autre exemple de tout ça, évidemment, c'est la création de ces grands supermarchés où les gens vont venir et donc on va exhiber aussi, on va faire acheter aux gens toutes les productions. Donc là, vous pouvez lire Au bonheur des dames, évidemment, de Zola. Mais Zola montre bien, en fait, la grande différence entre les magasins standards et ces grands marchés-là, c'est que, eh bien, le modèle économique est différent, c'est-à-dire que le profit va être assez faible sur chacun des objets, mais par contre, il faut que ça tourne, quoi. D'accord? Donc en gros, avant, le profit était fait de manière assez forte sur des peu de produits. Là, il faut vraiment que ça, voilà, que vous achetiez beaucoup. Et donc, on va créer des conditions pour que, avec la pub et aussi avec le fait que vous pouvez acheter un truc et le rendre si ça vous plaît pas. Donc ça évite d'hésiter, quoi. Enfin, si vous hésitez, vous allez le prendre parce que vous savez que vous allez le rendre. Et ça, Zola le montre très bien dans Au bonheur des dames. Comment toutes ces stratégies-là vont faire que les petits magasins qui, eux, avaient une logique différente, qui devaient faire des grosses marges, eh bien en fait vont être balayés par ces grands magasins en fait, qui ont une autre logique qui est adaptée à ces longs circuits. Et puis donc ça c'est des aspects commerciaux, mais toute cette centralisation va aussi créer, et Benninger le montre très bien, tout ce qui est la bureaucratie et toute l'infrastructure étatique qui va pouvoir s'étendre et beaucoup plus contrôler un territoire, avec tous les aspects, évidemment, y compris les bons aspects, on va dire, de la sécurité sociale. Et là, vous voyez à gauche, là, 1935, donc ça met quand même un certain temps, mais là, il faut avoir des fiches sur 26 millions de personnes
ce qui évidemment suppose une capacité de traiter cette information à l'époque, donc avec des cartes perforées, évidemment. Donc ça supposait qu'en gros on pouvait traiter 1 demi-million de cartes perforées tous les jours. Et donc avec les critiques qui déjà au début du XXe sur le fait que ça dépersonnalise les individus en les traitant comme des nombres, donc qu'est-ce que vous avez dit que vous appeliez comment? 723, 411, 606, voilà. Et puis la photo de Ida Fuller dans le Vermont qui reçoit la première paye, enfin le premier bon, on va dire, de la sécurité sociale en 1937 sous forme d'une carte perforée. Et donc Benninger, je vous invite évidemment à le lire, je vous donne juste ici quelques idées, mais il montre très bien comment en fait pour étendre le contrôle. À l'époque où vous n'avez pas un ordinateur qui est capable de processer énormément d'informations, eh bien en fait, vous pouvez augmenter le contrôle, la capacité de traitement constante en diminuant le nombre d'informations dont vous avez besoin, d'où la création de ces nombres-là, et d'où la création, quand on y pense, en fait, de tous ces formulaires préformés, en fait, enfin prédéterminés, où vous avez juste à cocher des cases ou à rentrer des trucs bien dans les bonnes cases, et ça permet, en fait, c'est un pré-traitement de l'information, une préformation qui vous permet d'économiser beaucoup de traitements d'informations, ce qui est différent, évidemment, d'avoir des descriptions détaillées, avec plein de nuances des situations. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on va revenir dans l'aspect épistémique pour les sciences, en fait. En gros, si vous voulez des informations qui puissent tourner dans des circuits, il faut les mettre en forme d'une manière un peu spécifique. Et pour le Control Revolution, donc apparemment, donc même au début du XXe siècle, même si la Russie avait une planification, vous savez, enfin voilà, qu'il essayait d'avoir, le gouvernement russe, après la Révolution, essayait d'avoir un contrôle centralisé de l'économie. En fait, les capacités de contrôle au sens bureaucratique et de processus d'information étaient beaucoup plus faibles en fait en Russie qu'aux États-Unis. Les États-Unis avaient quand même une puissance. L'État aux États-Unis avait une puissance de traitement de l'information qui dépassait de loin les économies centralisées, qui se voulaient centraliser comme la Russie en fait. Alors, donc ça c'était un petit peu pour finir en essayant de vous donner envie de lire The Control Revolution de Benninger, parce que vraiment il y a plein d'exemples, là je n'en donnais que quelques-uns. Et je pense que cette couche, en gros ce que dit Benninger, c'est que vous avez une couche de contrôle sur la matière, mais pour que cette couche-là soit efficace, il faut qu'il y ait une couche par-dessus d'information et de circulation d'informations qui vous permet de maîtriser ce contrôle-là et cette circulation. Donc ça, c'est un peu la dernière couche, et on voit bien les enjeux aujourd'hui avec la révolution numérique et le contrôle encore plus fort que ça permet d'avoir sur la circulation de nouveaux types d'informations que les techniques précédentes étaient incapables de mettre en place en fait. Donc ça, je finis un peu cette description un peu cavalière, mais quand même de la révolution industrielle et des différentes couches. Et donc là, je vais essayer, ça sera toujours le même contexte, mais en essayant de rentrer plus sur des aspects épistémiques. Donc, en gros, quelle est la connaissance et quel est le type de savoir qui va avec cette société-là, en fait. D'accord ? Parce qu'il faut bien voir, donc pour le moment, en gros, on a parlé de la mécanique de Galilée ou un peu de Newton, et que tout ça, c'est gentil, mais disons, ça a frappé les esprits par l'élégance mathématique ou tout ce que vous voulez, mais en pratique, c'est complètement impuissant à contrôler ou à comprendre le monde, en fait. D'accord ? On a vu avec l'exemple de la machine à vapeur, ce qu'il faut, c'est une compréhension des phénomènes de la chaleur, d'autres phénomènes beaucoup plus complexes que juste la mécanique du point. Et donc, un point clé pour comprendre cet enchevêtrement entre sciences modernes et révolution industrielle, révolution scientifique et industrielle, c'est cette idée de engine science. Donc c'est un article de 2001, ma mémoire ne m'a pas trompé, donc publié dans Social Studies of Science, donc Patrick Hallerberg
parle vraiment voilà, d'outils, instruments et engines. Donc engines, c'est difficile à traduire en français, je ne suis pas vraiment voilà, arrivé. C'est machine, c'est moteur, c'est, vous voyez, il y a ingénieur là-dedans, donc c'est tout ce côté un peu bricoleur, voilà. Donc c'est, voilà, engine, c'est difficile à traduire. Je ne sais pas si vous avez une idée, je suis preneur, mais en français, on peut utiliser le verbe machiner, par exemple. Donc, une des idées qui me viennent, c'est machiner le savoir, par exemple. Donc, mais c'est un peu vieilli, machiner. Mais, enfin, on entend quand même un peu ce que ça veut dire. Donc, voilà, je sais pas si ça vous parle, machiner, quand je dis, voilà, machiner le savoir ou machiner le monde. Voilà, ça, j'ai vérifié hier, d'ailleurs, dans le DICO, ça existe bien, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples récents, en fait, de ce mot-là, mais peut-être qu'il faudrait le remettre à l'honneur, on verra. Alors, pour vous donner un petit apéro, on va dire, un petit contexte avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de Engine Science, vous avez une vision un peu standard, donc je pense ici de la physique parce que je suis physicien, mais on pourrait sûrement l'étendre à d'autres sciences, où on dit, voilà, la physique, en gros, suppose que le monde a une certaine structure qu'on peut essayer de connaître et qu'il faut essayer de déchiffrer cette structure avec voilà, les éléments mathématiques, des mots, des symboles. Et on trouve souvent des métaphores du jeu d'échecs, par exemple. Feynman, donc, qui est un des grands physiciens du XXe, aussi bien pour ses réalisations, et donc il a eu le prix Nobel sur la mécanique quantique, mais il a des cours de physique qui sont vraiment super, très pédagogiques et très originaux. Je vous recommande à tous les cours de Feynman, qu'il est aussi fort comme physicien que naïf comme épistémologue, mais bon, c'est pas très grave, il faut juste le prendre côté physique, il est vraiment très intéressant. Et il prend souvent cette métaphore qu'en gros, voilà, le monde c'est comme un jeu d'échecs et les physiciens doivent essayer de comprendre, ils voient juste les pièces qui bougent et ils doivent essayer de comprendre quelles sont les règles du jeu en fait. Et donc par exemple, ils se rendent compte que un fou blanc, enfin sur les cases blanches, il quitte jamais les cases blanches. Et donc ils disent tiens, il y a des lois de conservation, il y a des trucs qui peuvent pas se passer, voilà. Et donc il y a cette métaphore souvent. Et vous voyez tout de suite, enfin bon, j'insiste pas là-dessus, hein, mais avec la métaphore de Dieu horloger et tout ça, c'est vraiment physicien, il a vraiment la sensation d'être un peu à la place de Dieu qui comprend les mécanismes du monde. Hein. Donc voilà, il faut trouver quelles sont les règles du style les lois de conservation, tout ça. Une vision différente qui va vers cette idée d'engine science, mais qui est antérieure, donc c'est les livres d'Andy Pickering, dont notamment The Manual of Practice, qui doit dater de 95, je dirais, quelque chose comme ça, bon, à vérifier, on vérifiera, j'aurais dû le noter là. Il dit, voilà, en fait, au lieu de penser les sciences en termes de représentation, c'est-à-dire les sciences doivent représenter le monde tel qu'il est, avec, voilà, ses lois, ses entités, il faut, disons, si vous voulez être fidèle aux pratiques des scientifiques, il faut penser en termes de performance. Il dit, en fait, le monde n'est pas une collection de faits ou de lois, c'est un truc qui agit. Voilà, un truc qui agit. On ne peut pas dire grand-chose de plus que ça. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de capturer et de dompter une partie de cette activité. Et donc, voilà, moi, l'image qui me vient, c'est ce que vous voyez à gauche, là. Enfin, évidemment, il n'y a pas d'image très facile à avoir, mais c'est plutôt de l'eau qui bouge un peu dans tous les sens. Et on essaye de capturer une partie de cette activité dans nos machines en essayant de bâtir ce que Pickering appelle des îlots de stabilité dans les laboratoires. C'est-à-dire de créer des îlots de stabilité, c'est des trucs qui sont à peu près stables et reproductibles. D'accord ? Par exemple, évidemment, le premier exemple, c'est Galilée avec le plan incliné. Eh bien, en gros, quelle que soit la taille de la boule, sa couleur, enfin, il y a dans toute une plage de paramètres, vous allez observer que la distance parcourue par la boule évolue comme le temps au carré. D'accord, à peu près quelle que soit l'inclinaison du plan, enfin dans certaines limites, toujours dans certaines limites. Mais voilà, vous avez un truc qui est à peu près stable, qui ne dépend pas trop finement des paramètres. Et donc ce dit Pickering, c'est que la connaissance scientifique croît sur ces îlots stables. En fait, c'est toujours, on découvre toujours ces îlots stables d'abord, et c'est là-dessus qu'on va bâtir des théories. Et la machine à vapeur, évidemment, un bon exemple, puisque voilà, on va trouver des régularités, alors qui s'appuyaient quand même sur des régularités précédentes qu'on avait trouvées au niveau scientifique. Vous vous rappelez, il fallait quand même qu'on ait le vide, qu'on ait le ressort du vide, qu'on ait des concepts comme ça. Et donc, ça va aussi venir alimenter des nouveaux îlots de stabilité. Le fait que voilà, on découvre des îlots de stabilité, on les conceptualise et ça permet aussi de faire le feedback dont on a parlé. Et il dit,
En fait, le contact, si vous regardez en pratique, le contact entre la physique et le monde, c'est pas dans les équations, c'est pas dans les mots, c'est vraiment dans les machines, en fait. Et c'est vraiment là que ça se passe. Et donc, c'est là, c'est pas un hasard si les laboratoires sont aussi importants pour la physique, parce que c'est là le vrai point de contact entre nos connaissances et le monde, c'est au bout de ces machines-là. Donc ça, c'est assez vieux, c'est The Manual of Practice, mais donc, alors juste un petit mot sur machine, avant disons qu'il est le mot le plus proche de engine, parce qu'il y a des choses assez intéressantes, il faudrait creuser là-dedans, mais voilà, en partie j'y reviendrai aussi dans le cours 6, parce que c'est important pour les sciences terrestres. Alors, juste un petit mot historique, c'est au départ la mécanique était la science qui étudiait les 6 machines simples de l'Antiquité. Donc, par exemple, la balance, le levier, la poulie. En gros, c'était des trucs qui étaient plutôt statiques, en fait. Hein. Et Galilée, lui, va introduire de la dynamique là-dedans, notamment donc la loi de chute des corps. Et, en gros, Galilée va placer la mécanique à la base de la physique, ce qui n'est pas trivial, parce que dans la physique, vous avez le magnétisme, vous avez plein de choses comme ça qui sont, a priori, pas tellement mécaniques, en tout cas pas évident. Et d'ailleurs, Galilée va complètement échouer à essayer de les expliquer, que ce soit le magnétisme ou les marées, par exemple. Bon, mais Galilée va prétendre que toute la physique, c'est de la mécanique un peu plus compliquée, ce qui n'était pas du tout trivial pour les aristotéliciens, en tout cas. Et en gros, une machine, c'est quoi? C'est un agencement hétérogène, donc de différents trucs, pour produire un effet donné. Et évidemment, ça élargit, pourquoi on les utilise? C'est parce que ça élargit le contrôle ou le pouvoir sur le monde et les humains. Et ce contrôle-là va s'accroître de manière énorme une fois qu'on aura réussi à capturer l'énergie du charbon et puis ensuite du pétrole pour faire tourner ces machines-là. Alors il y a, je fais une petite parenthèse pour anticiper ce qu'on va discuter aussi dans le cours 6. Donc j'ai relu récemment Nous n'avons jamais été modernes, que j'avais pas trop aimé en fait la première fois que je l'avais lu il y a 20 ans, ou ouais, quelque chose comme ça. Et vraiment ça vaut le coup de le relire si vous avez, enfin de le lire ou de le relire. Donc le livre de Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes, qui doit dater de 93, ou quelque chose comme peut-être un peu plus tard, hein. Enfin c'est 90 et quelques. Et il dit bien, donc il parle de l'épisode où Archimède en fait montre à Hieron les machines qu'il arrive à créer, notamment les poulies qui permettent de vraiment prendre des charges très très lourdes ou de faire avancer des bateaux, des choses comme ça, enfin qui servent pour la guerre. Et donc Archimède, donc il y a cette poulie composée et d'autres engins, justement, qu'il arrive à créer. Il procure au Léviathan, c'est-à-dire au sens à l'État, enfin au pouvoir du prince, on va dire, un autre principe de composition en transformant le rapport de représentation politique en un rapport de proportion mécanique. Sans la géométrie et la statique, le souverain devrait composer avec des forces sociales qui le dominent infiniment. En gros, pour dominer des hommes ou des objets, si vous avez que votre force à vous, vous pouvez rien faire, et sinon il faut toujours faire confiance. On revient à cette idée de création de circulants et de confiance à d'autres gens, mais ces gens-là, ils sont capables de vous trahir. On en a plein d'exemples dans l'histoire. Voilà, donc. Mais si vous ajoutez au seul jeu de la représentation politique le levier de la technique, alors vous pouvez devenir plus fort que la multitude, attaquer et vous défendre. Donc pas étonnant que Hieron soit stupéfait par la puissance de la technique. Il n'avait pas pensé jusqu'ici à composer la puissance politique avec la poulie composée. Archimède rend commensurable la force physique, entre guillemets, la force, entre parenthèses, et la force politique. Et donc, vous voyez, en gros, c'est ce qui va amener ensuite à toi à dire, la moitié de la politique se fait dans les labos, parce que c'est là, en fait, que cette jonction se fait entre sciences techniques et politique. Mais on y reviendra de manière plus... Enfin, c'est juste pour vous montrer l'importance des machines et l'importance de ce qui se joue là au niveau aussi politique. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engine science? J'aime bien dans Michel Serres, alors je sais plus quel bouquin c'est de Michel Serres, mais je crois qu'il est dans la biblio, mais sinon je le mettrai, désolé. Il fait une comparaison qui est vraiment très, très intéressante entre ce qui s'est passé, en gros, entre Galilée et la machine à vapeur et la révolution industrielle qui vient après. Donc il prend le tableau de Vermeer, donc la fille à la balance, c'est 162, et il voit, alors je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais la jeune fille tient une balance. Bon, il ne faut pas trop que je bouge, mais si vous regardez au bout de sa main, là on ne la voit pas très bien ici sur le tableau, mais donc elle a une balance, et le centre, le fléau de la balance, vous savez, c'est ce qui fait que la balance, disons, si le centre de gravité de ce qui est dessous correspond avec le centre du fléau, à ce moment-là, la balance est à l'équilibre, et sinon, non. C'est comme ça qu'on conceptualise, en fait,
géométriquement en fait la balance. Et donc il dit c'est le non réel pratique du réel, parce que voilà, ce centre géométrique, il n'est pas réel vraiment, c'est une conceptualisation, mais en même temps c'est ce qui détermine ce qui va se passer. Et donc vous voyez, toutes ces sciences-là, la science en gros classique, est dominée par la forme de la balance exacte et la géométrie. Et puis si vous allez un siècle et demi plus tard, et bien vous prenez, au lieu de Vermeer, vous avez Turner, et c'est pas tout à fait le même style de peinture. Et voilà, ça c'est le tableau qui s'appelle Pluie, vapeur et vitesse, 1844. Et donc Turner ici représente Firefly Class, donc la locomotive qui a eu le record de vitesse en 1840, donc 80 km/h en moyenne, d'accord. Donc vous voyez, par rapport à un cheval, c'est quand même... Donc sur un pont, déjà un pont aussi en fer, en acier, donc qui était quelque chose aussi de nouveau. Et Serre dit cette locomotive porte en soi un incendie et le maîtrise et l'enveloppe, d'où il tire sa force. Enfin, ou c'est le train, je sais pas, où elle tire sa force, logiquement. L'homme a construit une chose nature, et le peintre donne à voir les entrailles de cette chose. Le ciel, la mer, la terre et le tonnerre sont à l'intérieur d'une chaudière, et celle-ci cuit la matière du monde. Vous voyez, le contraste avec ce qui se passe avant est assez fort. Je trouvais Serre a bien capté un truc là vraiment intéressant entre les deux. Et voilà, là on est passé dans un autre monde, et vous voyez ici, voilà, les engins après, disons, de la révolution industrielle sont pas du tout les engins d'avant. Et une dernière mise en contexte, et bon, il va falloir que je passe assez rapidement sur Engine Science, mais je vais vous donner les points essentiels. Je vous recommande aussi, il y a un chapitre qui est assez connu dans un bouquin de Henry Adams, dans The Education of Henry Adams, il y a un chapitre qui s'appelle The Dynamo and the Virgin. Et Henry Adams, il dit, en gros, il cherche une sorte de raison à l'histoire, en fait. Et il dit, en gros, quand on regarde un peu l'histoire comme ça, la séquence des rois, par exemple, bon, il y a juste un roi après l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? On comprend pas grand-chose. Juste mettre les années les unes après les autres, c'est purement artificiel et conventionnel. Si on essaye de suivre la séquence des idées, bah, on comprend pas grand-chose non plus. Et finalement, pour essayer de comprendre un peu, parce que vous voyez, il se place à Henry Adams, c'est fin du 19e, début du 20e, avec ce bouleversement du monde dont donc Dickens ou Zola ou d'autres ont rendu compte, ou Marx, évidemment. Il dit, bah, il cherche une raison à ce qui se passe. Et puis il dit, bah, tout d'un coup, je me suis retrouvé ici, dans la salle la galerie des machines, dans l'exposition à Paris en 1900, donc dont une photo est là. Et il dit, tout d'un coup, il s'est retrouvé là-dedans et son coup historique a été complètement cassé, il dit, par cette irruption soudaine de forces totalement nouvelles, en fait. D'accord? Et il compare, et c'est assez intéressant, il compare cette force qui vient des machines et qui va édifier des bâtiments comme vous voyez ici. Là, vous voyez, c'est aussi le bâtiment même qui tient la galerie des machines. C'est le bâtiment qui a le record. Vous savez, dans ces expositions, on pourrait toujours montrer qu'on était plus fort que les autres, la Tour Eiffel, tout ça. Donc, c'était le toit ici, ouvert, enfin avec en verre, le plus grand qui existait à cette époque-là. Et il compare en fait cette force morale des machines et comment dire, cette impulsion ou cette énergie qui venait à la cathédrale de Chartres et à l'énergie qui venait de la Vierge et l'hommage qu'on voulait rendre à la Vierge, et ces artisans qui, poussés en gros par cette énergie morale de la Vierge, arrivaient à faire ces bâtiments qui étaient totalement nouveaux aussi pour l'époque, qui disaient la cathédrale de Chartres, c'est un truc qu'on voyait de très 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 loin, c'était un bâtiment qui n'avait aucune commune mesure avec ce qui existait jusque-là. Et voilà, et il met en rapport, en fait, et il dit, bon voilà, en gros, la nouveauté qu'on est en train de vivre là, c'est cette force qui vient des machines et cette force qui vient de la machine à vapeur et de la force qu'on a réussi à capturer et à mettre dans la technologie. Voilà, et ce chapitre-là est vraiment assez stimulant. Voilà, bon, donc il me reste une dizaine de minutes pour quand même vous parler de Engine Science, de cet article-là, mais je pense que la saveur est donnée par tout ce que je vous ai dit jusque-là, donc vous pourrez regarder l'article de Carol Burke, voilà. Et donc il décrit d'abord pourquoi il utilise ce mot d'engine, donc ça date en gros du 16e, 17e,
pour ce qu'on appelle aujourd'hui des instruments aussi. Et donc, par exemple, la pompe à vide de Boyle était décrite en général comme un pneumatic engine. Donc, c'était voilà, un engin pneumatique. Et en gros, tous les gens de la Royal Society étaient très fiers de tous les engines qu'ils voulaient montrer. Donc, il y avait, voilà, c'était vraiment le truc de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, évidemment, ça se raccroche très facilement à cette vision de Bacon dont on a parlé. C'est-à-dire, en gros, la science, il faut que ça profite, que ça produise. Et donc, il y a dans le mot engine, et donc dans ce qui va aussi donner ingénieur, cette idée d'être ingénieux, d'arriver à dompter la nature, à être habile, même par la ruse, en fait. Hein. Donc il y a toute cette idée-là qu'on va être plus rusé que la nature, on va arriver à la faire ce qu'on a envie de faire. Et engine, donc en vieil anglais ça s'écrit I-N-G-Y-N, donc cette idée aussi donc c'est connecter plus à l'action qu'à la pensée, en tout cas en opposition à l'action, disons en tout cas l'idée de penser en opposition à l'action ça colle pas avec engine, et donc c'est bien relié à tout ce qui est tous les projets matériels de la pratique des ingénieurs où on va trouver de la puissance avec, en gros en rusant avec la nature. Et donc à la fin ici de la citation, vous avez donc la nature est vraiment capturée, literally captured in the engine. Donc c'est vraiment, et on la soumet à une force culturelle très forte, et physiquement on la fait révéler ses secrets, comme les sujets d'ailleurs étaient obligés de confesser quand ils étaient engined to the point of death. C'était le même mot, c'est-à-dire vraiment, voilà, on prenait les sujets et puis on les ingéniait quelque part, enfin on les machinait pour les faire confesser. Et ça vous rappellera peut-être ce qu'on disait la dernière fois de ce masculine birth of time et le fait de Bacon et de Boyle qui voulaient vraiment créer une science qui allait faire confesser et maîtriser la nature vue comme une femelle en fait. Hein. Voilà, donc il y a une relation avec ça. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ces engines? Donc Carol Burke fait toute une typologie. Bon, c'est un peu fastidieux les typologies, mais c'est important pour voir l'étendue l'étendue de ce qu'il faut pour créer cette connaissance de la science moderne. Donc il y a 4 types de engines. Donc il y a les mètres, les scopes, les graphes et les chambres. Donc les mètres, c'est ce qui convertit le monde en chiffres pour ensuite vraiment passer à la manipulation mathématique. À vous rappeler, Galilée, la physique s'est transformée en problème en un problème mathématique. Donc les scopes, c'est ce qui va rendre le monde disponible au sens. Les graphes, c'est ce qui va représenter le monde sous forme d'inscription. Et les chambres, c'est ce qui vraiment permet de manipuler la physique du monde. Alors je vais aller quand même assez vite, vous pourrez les regarder. Donc, mais les mètres, par exemple, vous avez les thermomètres, les spectromètres, les baromètres, etc. Et donc vous avez une sorte de transduction des phénomènes du domaine naturel au domaine mathématique. Et ce qui est très important dans les mètres, c'est que il faut qu'ils soient capables de rester stables dans différents contextes. C'est-à-dire qu'il faut qu'un thermomètre, quand il indique 33, ça veut dire la même chose quel que soit le contexte. D'accord ? Il faut que le 33, puisque le 33 est le même partout, le chiffre lui-même, il faut que la réalité à laquelle il se réfère soit aussi la même. Et ça va pas être du tout évident, hein, notamment parce que vous savez, par exemple, la température ressentie n'est pas la température du thermomètre, il y a des choses comme ça. Et puis, en plus, les thermomètres, il faut être sûr qu'ils soient stables. Il faut et donc, ça vous connecte tout de suite à ce qu'on appelle la métrologie, et donc la standardisation, dont on a vu qu'elle est vraiment très, très importante. Et je résume ça par une phrase de Lauren Daston, donc, qui est une historienne des sciences très, très connue, qui dit, en gros, c'est à la toute fin de la page, donc, quand on arrive au milieu du 19e siècle, the contraction of nature to the communicable. Donc on va contracter la nature à ce qui est communicable, en gros à ce qui passe dans ces circuits longs. Et ça, c'est devenu la pratique standard entre les scientifiques. Il serait exagéré, mais pas faux, hein, elle dit, de dire que c'est la communication scientifique qui a été la condition pour l'uniformité de la nature plutôt que le contraire. D'accord ?
Et ça, c'est assez intéressant aussi. C'est, en gros, on se dit, voilà, la nature est la même partout et c'est pour ça qu'on peut faire ces réseaux-là. Et en fait, elle dit, bah, c'est pas si simple que ça, c'est peut-être plutôt le contraire. On a créé tous ces réseaux-là et c'est ça qui nous permet de penser que la nature est uniforme. Donc ça, c'est vraiment grâce aux mètres et aux réseaux standards. Il n'y a pas que les mètres, il y a les scopes aussi, un microscope, télescope, oscilloscope, même des choses qui s'appellent pas des scopes, sont en gros des scopes, c'est les radars, les sonars, les scanners, c'est tous ces trucs-là qui vont transformer des choses en quelque chose qui est perçu sensoriellement. Donc télescope, voilà, par les yeux, oscilloscope permet de transitions complexes, comme par exemple des dispositifs à ultrasons utilisent des ondes sonores pour rendre des objets visibles, d'accord, ou les oscilloscopes qui rendent visibles des signaux électriques. Voilà. Bon, donc il faut faire attention, et donc comme je le dis à la fin, la perception scientifique ne doit pas faire oublier que la perception est disciplinée aussi par plein de facteurs, hein. Il ne suffit pas de voir, il faut que les membres d'une communauté expérimentale partagent une représentation commune de ce qui est vu, et une théorie du scope est donc nécessaire. D'accord? Et donc dans la pratique scientifique, les scopes sont indissociables des activités d'inscription qui servent à représenter ce qui est observé. D'accord? Parce que, je ne sais pas si vous savez, au début, quand Galilée observe son télescope, observe la Lune ou les satellites au télescope, les gens lui disent, mais on voit pas grand-chose en fait, hein, parce qu'évidemment, il y avait de l'aberration et tout ça, et donc les gens disent, mais on voit très bien à l'œil nu, et tu nous fais observer par un machin qui déforme, pourquoi est-ce qu'on ferait plus confiance à ce qu'on voit par le télescope qu'à ce qu'on voit à l'œil nu? Alors qu'effectivement, il y avait de l'aberration chromatique, enfin, donc il y avait une certaine, légitimité à dire ça. Et donc il faut bien que derrière, il y ait une communauté scientifique qui dise, ok, qui valide que ce qu'on voit est bien réaliste quelque part. Donc, inscription, qui dit inscription dit graphe, hein, spectrographe, hydrographe, cardiographe, séismographe, et on pourrait même dire ethnographe, géographe. On pourrait, voilà, c'est ce que dit aussi, c'est ce que dit Carol Burke. Hein, bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais en gros, c'est des machines à écrire le monde, c'est-à-dire qui en gros vont prendre le monde, elles vont le transformer en inscription. Et dans un article, un des premiers articles de Latour, Give Me a Lab en 1981, il dit, si vous voulez comprendre les sciences, il faut aller regarder les outils qui inscrivent, des inscription devices. J'ai fait une faute. Donc en gros, que les gens parlent des quasars, du PIB, des statistiques sur l'anthrax ou du DNA, ou du quark ou du boson de Higgs, quoi que ce soit dont les scientifiques parlent, il faut que toujours ils s'appuient sur des trucs qui, en gros, se ramènent à une page A4. Cet argument-là était vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, on parle de plein de trucs, mais en fait, à la fin, les scientifiques sont arrivés, en fait, à prendre ces éléments du monde dont ils parlent et à le transformer dans en gros, un truc qui fait une page A4 et suffisamment simple pour que, en gros, entre deux scientifiques, ils puissent se mettre d'accord. D'accord? Et donc, les inscriptions permettent en gros de régler les controverses parce que à la fin c'est simple quoi, soit ça monte, soit ça descend, soit voilà, on arrive à un truc qui est suffisamment simple. Évidemment toute l'astuce repose sur le fait que ce que vous voyez là a un rapport quelconque avec ce que c'est censé représenter. Ça c'est ce qui est le plus difficile en tout cas. En tout cas quand vous regardez les scientifiques à l'œuvre en action, hein, vous voyez il y a toujours des inscription devices. Et donc je finis avec les chambres. Donc les chambres c'est quoi? C'est les pompes à vide, c'est les machines à vapeur, c'est les accélérateurs de particules. Là, vous voyez, si vous allez au CERN, c'est vraiment le truc. Voilà, vous avez une énorme chambre là-dedans. Donc mais les chambres à bulles aussi, les ultracentrifugeuses, enfin voilà. Tout ça c'est des machines qui interviennent sur les phénomènes naturels en les confinant et en les soumettant à des formes de contraintes physiques qui impliquent très souvent le recours à des forces importantes. Donc le monde est soumis aux forces ingénieuses, enfin pour faire ce que dit, si on traduit ce que dit Carol Burke ici, et c'est emblématique évidemment de la philosophie expérimentale du XVIIe. Bacon dit il faut mettre la nature hors de son cours naturel. Il faut, comme il dit, il faut prendre la queue du lion, de la nature. Enfin c'est apocryphe apparemment, mais enfin en gros faut prendre la nature par la queue comme ça et voir un peu comment ça réagit quoi. Il est comme un lion. Et Boyle, évidemment, il va mettre des oiseaux dans sa pompe à vide, il va voir comment les oiseaux meurent là-dedans parce qu'ils n'ont plus d'oxygène, comment il y a des parties qui vont exploser, des vannes qui vont sauter. Enfin, vous voyez, toute cette activité du monde dont je parlais tout à l'heure, c'est là-dedans. Et Nancy Cartwright va résumer un peu ça en disant que les lois de la physique et tout ça, ça ne s'observe que dans ce qu'elle appelle des nomological machines, donc des machines à loi, qui sont ces arrangements stables et protégés, comme les lasers, les chambres à bulles,
où en gros on arrive à créer un monde où on va arriver à faire que toute chose soit égale par ailleurs et qu'on puisse étudier l'effet d'une seule cause, hein, comme on a déjà vu avec Galilée. Bien, alors il me resterait des choses à faire, mais je vais passer assez vite. Donc c'est bien Engine Science, c'est mieux que Technosciences, parce qu'en gros Technosciences, ça suppose que vous avez science d'un côté, technologie de l'autre, et puis vous les réunissez dans Technosciences. Engine Science, ça fait tout de suite, voilà, ça part des pratiques, et ça veut dire en gros la même chose, mais c'est de manière plus primaire quelque part. Et ça pointe tout de suite en dehors de cette idée que, en fait, quand vous lisez des ouvrages d'histoire des sciences, en tout cas jusqu'à assez récemment, c'était toujours Newton, Galilée, enfin que les trucs sur les théories, en fait. Et on méprisait un petit peu, par exemple, William Thomson, donc Kelvin, dont on parle beaucoup. On disait, voilà, c'est un grand savant, dommage qu'il ait été distrait par les trucs d'ingénierie pratique qu'il devait faire, qui n'étaient pas dignes d'un vrai savant. Parce que le truc élitiste, c'est pas l'ingénierie, alors qu'en fait, si vous regardez vraiment la vie de Kelvin, bah, toute sa science est nourrie par tout ce qu'il a travaillé sur le télégraphe, en gros, pour permettre à l'Empire britannique de devenir de plus en plus puissant. En fait, c'est pas du tout des applications, c'est des choses qui sont au cœur de sa pratique. Et évidemment, l'idée d'engine science, ça brouille cette frontière entre ce qu'on dit, alors savoir comment et savoir que, quoi, knowing how and knowing that, d'accord, et brouiller cette idée que, en gros, on sait que, et puis ensuite on va pouvoir appliquer ce savoir théorique, d'accord. Donc tout ça, ça brouille cette idée-là. Et vous pouvez aussi penser à du social engineering. Il y a aussi une continuité entre, comme on disait, les cartographes, les géographes, enfin voilà. Avec cette idée de, voilà, on va créer des engines qui vont aussi, comme des sondages, comme des enquêtes, comme des tables de mortalité, enfin tout ça c'est des manières en fait de transformer le monde, d'inscrire le monde aussi. Alors, donc, le résumé, donc on a fait ces circuits lents, révolution du contrôle, et on a commencé à attaquer ce côté épistémique, donc Engine Science un peu en détail, en tout cas je vais essayer de vous donner l'esprit, et puis je vous renvoie à l'article de Carol Burke qui est vraiment très intéressant. Et donc vous voyez que cet enchevêtrement avec les machines donc va vraiment définir en fait ce qu'est la science. C'est pas du tout des applications de la science. En tout cas, c'est ce que dit Carol Burke et je pense que c'est vraiment important. Et donc, ce qu'on va faire dans le cours 5, c'est en tirer un petit peu, voilà, les leçons de ça et essayer de réfléchir à comment la science construit ces circuits longs. Donc circuits longs, on a déjà vu leur côté matériel et leur côté machinique, si vous voulez, mais on va essayer de plonger aussi dans leur côté plus épistémique, c'est en gros des circuits longs épistémiques. Est-ce que ça, enfin mon hypothèse, mais mon intuition, hein, mais c'est à discuter, c'est qu'en gros ce qu'on a fini par appeler, expliquer ou comprendre scientifiquement un phénomène, c'est justement ce qui va permettre de bâtir ce circuit long en fait. Alors qu'avant, et même intuitivement ou même pour les non-scientifiques, comprendre, expliquer, c'est pas forcément, c'est pas ça que ça veut dire en fait, d'accord. Et donc, quand on dit la science comprend le monde, c'est dans un sens particulier. Et donc c'est ce sens-là aussi qu'il va falloir mettre à l'épreuve pour faire atterrir les sciences. En tout cas, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire pour le cours 6, qui n'est pas encore évidemment tout à fait prêt et qui ne sera probablement pas vraiment complètement non plus le jour J. Voilà. Merci. Et puis on peut prendre 2-3 minutes de questions. On a une réunion à 10h30, voilà. Donc il ne faut pas qu'on traîne trop.